Viril et démonstratif, Xavier serre Vernon contre son cœur. Puis il s'écarte pour le laisser entrer en se tapant sur le ventre. « T'as vu comment j'ai grossi ? T'es grand, ça te va bien. Tu fais colosse. » Dans le salon, une gamine à couette pédale comme une malade autour de la table sur son vélo à 3 roues. Elle a une petite bouille ingrate, mais marrante. C'est difficile d'imaginer qu'un jour, elle aura peut-être le nez de son père. Vernon sourit en lui décochant un clin d'œil. Les enfants des autres l'indiffèrent. Mais il sait qu'il faut prétendre qu'on s'y intéresse. Il se baisse, ensuite, pour tendre sa main à renifler à la chienne qui vient le saluer. Les chiens des autres ne l'intéressent pas non plus, mais c'est grâce à elle qu'il va s'installer là pour le week-end. Et tout, dans ce salon, respire le luxe, le calme et la volupté. Il est bien tombé, rien à redire. « Papa, je peux jouer avec ma console ?» Xavier s'accroupit pour montrer où sera la grande aiguille quand elle devra éteindre sa machine et se préparer à prendre un bain. Elle acquiesce, sérieuse et concentrée sur cette histoire d'horloge, puis court dans sa chambre pour ne pas perdre une seconde de jeu. Elle joue déjà aux jeux vidéo ? Oui, le 1000 bornes, tu sais, c'est dépassé. On ne la laisse pas aller sur Internet toute seule. Par contre, pour le porno ? Non, pour les jeux. Tu verrais les machins qu'ils font pour les filles. C'est insalubre leur bazar. C'est pas quand j'envoie ma fille à l'école que j'ai le plus peur de ce qu'on va lui mettre dans le crâne. Internet, pour un parent, c'est comme si on te volait ton gosse avant même qu'il sache lire. T'as pas fait d'enfant, toi ? Pas encore. J'ai le temps. C'est pas la plus belle chose qui me soit arrivée. Je n'ai pas rencontré la bonne meuf. Les gens qui ont des gosses font toujours chier ceux qui n'en ont pas. Mais ils ne supportent pas qu'on leur dise la vérité. Quand je vois ta vie, franchement, j'ai envie de tout, sauf de la même. Ce ne sont pas les enfants qui dérangent Vernon, mais tout ce qui va avec, le débecte, les cadeaux de Noël, la petite école, regarder 10 fois le même DVD, les jouets, les goûters, les rougeoles, les légumes, les vacances en famille et devenir parent. Les gens autour de lui sont entrés dans les galères d'adultes avec un certain enthousiasme. Vernon ne compte plus les potes qu'il a vus débouler avec le sac à fleurs rempli de couches sur l'épaule, le chauffe-biberon entre les dents et la poussette à 1000 €, et qui, du jour au lendemain, essaye de t'expliquer que même les durs font du poney. Mais non, un mec avec bébé est un mec foutu. Si encore on pouvait les élever débarrassés des mères, il y aurait peut-être une piste envisageable pour rester viril en devenant père. On ferait grandir les petits dans une hutte au fond de la forêt, on leur apprendrait à faire du feu et observer la migration des oiseaux. On les lancerait dans des ruisseaux glacés en leur ordonnant d'attraper des poissons à main nue. Jamais on ne les câlinerait, juste un regard qui signifierait « La prochaine fois, tu feras gaffe, mon fils ». Mais là, tel que c'est, l'unique stratégie raisonnable reste la fuite. Soit tu t'es trompé quand tu écoutais Slayer à 20 ans, soit tu te trompes de vie aujourd'hui. Qu'on ne le bassine pas avec les subtilités du genre, on est tous malaxés de contradictions. Il faut aussi savoir choisir. Remarque qu'un gamin, aujourd'hui, lui serait bien utile. Surtout un gamin déjà grand, qui aurait un appartement et un job et l'appellerait « mon petit papa chéri » en lui préparant la chambre d'amis. Ils sortent fumer une cigarette sur le balcon. Ce grand fauve de l'asphalte ne fume pas dans la maison. Et Vernon parie que quand il ne reçoit pas, il porte des pantoufles pour ne pas salir le parquet. La porte d'entrée claque et Marie-Ange lance son sac sur le sofa du salon, caresse la chienne qui lui fait la fête, adresse un bref signe de la tête à Vernon, de loin, suffisamment froide pour la mettre mal à l'aise, puis elle disparaît dans la chambre de sa fille. Elle n'est pas jolie. Elle est sèche. Son expression est dure. Ses lèvres sont trop fines. Elle s'habille mal. Elle a une dégaine de meuf désespérée qui aurait récupéré dans la poubelle d'une vieille dame 3 vieux pulls élimés qu'elle a superposés sur un pantalon à pinces court au-dessus des chevilles. Vernon sait que c'est un look de riche. Il avait une copine comme ça. Fragile mais attachante. Elle portait des robes kaki qu'on aurait cru taillées au cutter dans un sac ou de longs gilets marrons avec des boutonnières béantes. Lui qui la voyait souvent à poil savait qu'elle était bien gaulée. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on aurait pu deviner quand on la voyait habillée. Fille de bonne famille, elle était danseuse classique, nerveuse et musclée avec les pieds atrocement déformés.
Un jour, en parlant avec elle, Vernon avait compris qu'elle investissait une fortune dans ses fringues. Elle n'était pas du tout comme il l'avait imaginé, en dépression ou victime d'un traumatisme sexuel si violent qu'elle ait décidé d'occulter son corps. Elle ne se taillait pas au couteau des trucs dans les rideaux, juste pour le plaisir d'avoir l'air super moche. Au contraire, c'était de la sape chère qu'elle choisissait avec soin, dont elle était fière et qu'elle portait en pensant défendre un véritable art de vivre. C'est le problème. Quand les meufs s'enferment dans un dialogue privé avec d'autres meufs, elles arrivent à des conclusions qui échappent à tout bon sens et qu'on n'aille pas prétendre qu'il n'y a pas là, au fond, une profonde hostilité envers la libido masculine. Xavier allume la télé sur une chaîne d'infos. Il s'adresse à Elisabeth Lévy, comme si elle était parmi eux, sans écouter un mot de ce qu'elle dit. Il démarre. « Et si t'aimes pas la France, fais tes valises et rentre chez toi, Poufias. » Il me saoule les sionistes, on n'entend que. On est un pays chrétien, non? J'ai jamais été antisémite, mais si on me demandait mon avis, je passerais toute la zone au napalm, là, Palestine, Liban, Israël, Iran, Irak, même combat, napalm. Là-dessus, tu construis des terrains de golf et des circuits de Formule 1. Je te le réglerai vite fait, moi, ce problème. En attendant, ça fait mal au cul d'entendre une juive, moitié bougnoule, parler de la France comme si c'était chez elle. Xavier a toujours été un connard de droite. Ce n'est pas lui qui a changé, c'est le monde qui s'est aligné sur ses obsessions. Vernon évite de renchérir. En ce qui le concerne, il aime bien Elisabeth Lévy. On voit que c'est une meuf qui aime le sexe et la coke, ce qui ne gâte rien. Il préfère parler d'autre chose. T'as vu pour Alex? Quelle connerie. Il était jeune quand même. Ouais, mais il a toujours été tellement con. C'est un soulagement de savoir qu'on ne verra plus sa gueule de chanteur à bobo, non? Tu le voyais encore? Parfois. Moi, ça ne me manquera pas. Remarque au moins, il ne faisait pas de hip-hop. Marie-Ange réapparaît, un verre d'alcool fort à la main, plus détendu. Xavier est lancé sur le rap, cette non-musique manipulée par des lobbies juifs dans l'objectif de lobotomiser les populations originaires d'Afrique. Marie-Ange l'écoute en souriant sur un air de « J'aime bien que tu racontes des conneries, ça me fait rire ». Et Vernon capte ce qu'elle peut avoir d'excitant. D'un vert émeraude indéfinissable, ses yeux donnent au visage l'expression d'une tranquillité puissante. L'apanage de la richesse. Une élégance qui se loge dans les poignets, le port de tête. Une force dont on devine qu'elle peut devenir cassante. Les mecs comme eux ne peuvent s'empêcher de vouloir fourrer les meufs comme elle. Elle accueille Vernon poliment. « Alors c'est vous, monsieur Revolver ?» Comme s'il avait joué au petit train électrique jusqu'à ses 40 ans. Puis elle se sert un deuxième whisky et leur montre, sur son cellulaire nacré, une photo qu'elle a prise d'un SDF avec son chiot. Elle est préoccupée par le sort des chiots. Elle se demande ce qu'ils en font quand ils grandissent. Est-ce qu'ils les mangent? Le « il » désigne les Roms, qui sont connus pour avoir un régime diététique obscur. La photo montre un homme dans le Marais, assis contre la façade d'un magasin de fringues à la mode. Il est adossé à une affiche immense, un visage de femme retouché, une brune blindée, très belle. Quelqu'un a collé une étoile de David violette sur son œil. Pas facile à 3 mètres de haut. Soit le type se promenait avec un escabeau, soit un pote a dû lui faire la courte échelle pour qu'il réussisse sa connerie. Impossible de donner un âge à l'homme assis au sol, qui paraît dormir dans le froid. Il a entre 30 et 70 ans. Marie-Ange ne s'intéresse pas à l'homme. Elle focalise sur le chiot, qu'elle agrandit sur son écran. Il ressemble à un petit renard avec de longues oreilles. C'est vraiment qu'il est mignon. C'est vrai qu'il est mignon. Vernon cherche quelque chose d'empathique à bafouiller à propos de ce petit chien qui la touche tant. Marie-Ange regarde l'heure et décrète qu'il va être l'heure du bain de Clara. Elle abrège la conversation, une main posée sur l'épaule de Xavier. « Vous avez peut-être envie d'aller boire un verre, non ? Je peux coucher Clara. Ensuite, j'ai un Skype avec Los Angeles. Je ne resterai pas longtemps avec vous. Vous seriez mieux entre hommes, peut-être. » Xavier ne perd pas une seconde. Il est comme un gosse à qui on donne quartier libre. Il cherche ses clés et sa carte bleue. Dans l'ascenseur, boutonnant sa canadienne hors de prix, il n'arrête pas de parler. Le bar d'en face, quand on a emménagé, c'était un vieux rade moisi, rempli d'habitués. Qu'est-ce que j'ai pu y rigoler.
Marie-Ange descendait m'y chercher quand elle en avait marre que je rentre pas. J'y étais fourrée tous les jours. Maintenant, c'est tenu par des PD. C'est devenu un truc à bobo. Mais il faut bien s'adapter, non? Vous faites plaisir à voir, toi et Marie-Ange. Vous avez l'air d'être bien ensemble. Le couple longue durée, ce n'est pas facile tous les jours. Pour que ça marche, ça demande des efforts constants. Moi, je veux que ça marche avec Marie-Ange. Et réciproquement. On n'a pas fait une gamine ensemble pour se séparer. Un enfant, c'est une responsabilité. Mais il faut s'ajuster. Par exemple, ta meuf, une fois qu'elle est bombardée mère, elle change. L'exaltation hormonale de la grossesse passée, tu te retrouves en face d'une inconnue. J'ai bien compris pourquoi plein de mecs se font éjecter quand le premier môme débarque. Les meufs n'ont aucune pitié. Jusque-là, elles ne pensaient qu'à te plaire. Mais une fois qu'elles ont le gosse, elles n'ont plus besoin de toi. Pour rien. Elles te relèguent au rang de figurant. Tu ne sais pas t'y prendre, c'est pas ton rayon, dégage. De toute façon, côté thune, elles te tiennent. Et t'en fais pas qu'elles le savent. Le reste du temps, elles peuvent bien nous casser les couilles avec le féminisme. Une fois l'enfant dans le berceau, elles savent qu'elles auront et la garde et la pension. Et que tu vas la payer, mon salaud. Moi, quand Marie-Ange a commencé à la jouer territoriale et à vouloir réglementer l'accès de la chambre de la petite, j'ai pas laissé faire. Ça va, j'avais compris comment on change une couche et à quelle température on donne un biberon. La guerre des sexes, c'est là que ça se joue. Et si on n'est pas vigilant, on se fait renvoyer dans les cordes. Les enfants, c'est le vrai terrain. Clara, dès la première seconde, j'ai su que je serais un bon père. Tu prends le machin dans tes bras, sa vulnérabilité te pulvérise. Tu deviens un autre homme. Je me suis imposée. Tous les jours, je suis devant la grille de son école. Elle sera en terminale, je serai encore là. Marie-Ange en veut un deuxième. Elle veut un garçon. On n'est pas pressé. Je suis un être humain, merde, pas un réservoir à sperme. Au début, le sexe entre nous, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'était vraiment quelque chose. Et moi, j'ai été comme un con de mec. Je la faisais jouir, donc j'étais sûre que je la tenais. Qu'une meuf qui a du sang de baronne me suce la bite, j'étais au sommet, mec. Tu verrais sa famille. Jusqu'à la petite, il ne m'aimait pas. Mais maintenant qu'il voit que tout le monde divorce, sauf nous, j'ai récupéré des points de respect. Je les ai eus à l'usure. Ces vieux n'ont jamais bossé. Tu crois ça? Rentier, ça existe encore. Jamais bossé. Papa a géré la fortune familiale et maman l'a aidé. Radins comme sont les riches, le moindre centime compte. Et il faut les entendre parler des smicards. Pourtant, je suis libérale et pragmatique, tu me connais. Il y a très peu de place en moi pour le fantasme bolchevique. Mais il faut l'entendre pour le croire. La chance qu'ils ont, les employés. Déjà parce qu'ils ont moins de responsabilités. Il n'a jamais bossé de sa vie, mon beau-père. Mais tous les chômeurs sont des feignants qui ne veulent pas mouiller la chemise. C'est sincère. Ils sont convaincus que c'est au mérite que ça se joue. Logiquement, ceux qui ont moins, c'est qu'ils ont mérité moins. Ils pensent que si demain ils étaient au chômage, avec leurs petits cheveux propres et leur bonne volonté, ils trouveraient un boulot tout de suite. Et comme ils s'appliqueraient et seraient bien méritants, ils grimperaient les échelons. Au mérite, ils en sont encore là, les riches. C'est formidable. Entre nous, je ne te cache pas que des fois, c'est tendu. Comme scénariste, je ne gagne pas exactement comme je croyais que j'allais gagner. Au bout de l'année, tout cumulé, j'arrive difficilement au SMIC. C'est pour ça qu'on a récupéré l'appartement le plus pourri du parc immobilier des vieux. Il juge que Marie-Ange aurait pu faire l'effort de mieux se marier. Son vieux lui dit souvent « Il n'y a rien de pire pour une femme que de coucher en dessous de soi. » Mais il s'étonne si je m'énerve quand j'entends ça. C'est dur, scénariste, tu sais. J'ai eu de la chance au début. Et comme c'était le début, j'ai cru que ça allait tout le temps se passer comme ça. Je ne savais pas que mon heure de gloire serait révolue à 25 ans. Mais ma fille me structure, je me bats, je continue. Xavier pousse la porte du bar et s'installe au comptoir. Il ne salue personne et ne s'interrompt pas. Vernon a vu des dizaines de clients agités de cette logorée typique de quand on se sent obligé de meubler la conversation sans jamais s'arrêter, sous peine d'être confronté à des idées si angoissantes qu'elles pourraient vous dissoudre entièrement. L'ancien mauvais garçon devenu grand, bavard, ressemble à un enfant qui moulinerait du sabre dans l'espoir de dissuader les mauvaises idées de l'approcher. Il en a lourd sur le cœur et il parle comme on court. Vernon ne voit aucune objection à être un récepteur passif. Il n'a pas passé une soirée dans un bar depuis des mois. Il avait oublié le plaisir que c'est, lever le coude au comptoir.
Quand on picole tout seul chez soi, c'est difficile de se dire qu'on a l'alcool festif, qu'on est un bon vivant. On est forcément confronté à l'aspect un peu glauque de ce qu'on recherche. Il enquille verre sur verre et Vernon est dans son élément. Il aime le bruit, les corps qui passent d'une table à l'autre, les éclats de rire, la musique flamenco qu'il n'aurait jamais écoutée chez lui, les odeurs d'alcool froid, de parfums et de produits vaisselle. Il y a au fond de la salle une petite brune qui le regarde. De loin, c'est comme une danse, une drague du bout des cils, en faisant autre chose, un intérêt flottant et persistant. Elle a de jolis yeux clairs, les pommettes hautes et la peau blanche. Un tatouage de branches fleuries lui monte dans le cou, qui en souligne la délicatesse. Il surveille la petite en espérant qu'elle se lève et sorte fumer une clope. Xavier, en fond sonore, ne se tait que pour vider son verre. Moi, les PD, je m'en bats les couilles. Tu vois les deux derrière le comptoir, le grand noir efféminé et la petite pédale rebeu. À Belleville, se promener comme ça, je respecte. Je peux pas te dire le contraire. Main dans la main, tous les deux, des fois tu les croises. C'est comme la Russe, la fémène, qui est tout le temps à poil. Remarque les Russes, on n'est pas surpris. Quand elles sont pas putes, elles font du X. Moi, tant qu'elles montrent leur sein, je vais pas protester. En pleine goutte d'or à brailler que les voilées doivent se foutre à poil. Ok meuf, t'as des couilles, respect. Non, moi ce que j'aimerais fracasser, c'est les mecs qui jouent les mecs alors qu'ils sont vraiment des fiottes. Ceux qui jouent le rôle du viril, par exemple dans les couloirs de Canal+, ou à Cannes, les bad boys de salon, t'écartes ton cul chez le producteur, arrête de jouer les durs. Si tu savais comment je paye moi, parce que je refuse de faire le larbin. En France, c'est une erreur d'être scénariste. Les réalisateurs espèrent tous que leur petit truc passera à la télé et ils n'ont pas envie de partager les droits SACD. Cinéma d'auteur, mon cul, cinéma de sensu, oui. Ils ne savent pas écrire une ligne, ils n'ont pas ouvert un livre depuis le bac français. Mais l'argent du scénario, pas question qu'ils passent à côté. Il faut les voir toucher des 100 000 boules pour faire un film et courir chercher l'intermittence. Et ne t'en fais pas que quand il faut retoucher 100 000 euros parce que le machin passe à la télé, ils n'appellent personne pour redistribuer tout ça. Mais ils sont tous de gauche, bien entendu. Ça va leur passer, ça. Tout le monde se tourne dans le sens de la gamelle. C'est pas compliqué. Maintenant qu'ils comprennent que bientôt les subventions viendront de l'extrême droite, je te parie tout ce que tu veux qu'ils vont changer de ton. Ça retourne sa veste avec souplesse, tout ça. Donne-leur 4 ou 5 ans et les mêmes qui jouent du violon sont les pauvres sans-papiers. Sur les pauvres sans-papiers, te pondront des chefs-d'œuvre sur le banquier juif, le voleur rome et la russe cupide. Ils s'adapteront, je ne m'en fais pas pour eux. Marie-Ange déteste que je rende bourré. Faut dire, bourré, je suis chiant. Moi-même, je me fatigue. Passé un certain âge, le baston dans les bars, la baston dans les bars, ça va. Marie-Ange, jamais je ne l'ai trompée. Jamais. Les choses ont la valeur qu'on leur donne. Je ne trahis pas la mère de ma fille, ni la femme que j'ai épousée. C'est une bonne mère. Elle est droite, régulière, responsable. Je peux crever demain, la petite est entre de bonnes mains. Marque mes mots, le plus important, c'est la mère. Il ne faut pas faire des enfants avec une meuf sous prétexte qu'elle te fait bander. Ton gamin, sa mère a 2 bonibards, ça ne l'avance pas à grand-chose. Elle est comment ta canadienne? Elle veut des mômes? Si c'est une meuf droite, vas-y, fonce. Je n'ai jamais rien connu d'aussi doux que la tête de ma petite qui s'endort contre mon épaule. On n'a plus 20 ans, il faut construire. Aujourd'hui, comme dirait Téluc, mon avenir est derrière moi. Parlant de la souris, tu me dis que tu revoyais Alex? Ce mec aura été grotesque jusqu'au jour de sa mort. Ça m'a fait un choc. Je le voyais encore, ouais. À Québec? Il est venu jouer plusieurs fois. Il est très populaire au Canada. Sauf ton respect, les Canadiens ont un goût de chiottes. Franchement, de nous tous, que ce soit Alex qui ait réussi à s'imposer pour son art, il était le moins doué, le moins sincère. Mais il était beau gosse. C'était un gros noir, ouais. On dira ce qu'on voudra, la femelle blanche est toujours conquise à l'idée de se faire gangbanger par les lions indomptables du Cameroun. Il n'était pas camerounais, Alex. Si, il était noir. C'était un con. Quel con c'était. Justement, je me demandais si dans tes potes réalisateurs, tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui voudrait faire un documentaire sur lui. J'ai 4 heures d'auto-interview filmée qu'il a laissé chez moi. Je ne sais pas quoi en faire. Je me demandais si je pourrais pas en tirer quelque chose. Un documentaire sur ce taré de chanteur à bobo? Je crois pas avoir ça dans mon carnet d'adresses. Tu voudrais les vendre? Si ça intéresse quelqu'un,
Qu'il crève en enfer, ce gros con. Sur ces mots, Xavier, plus bourré que son élocution ne l'annonçait, croque dans son verre à pleines dents. Il recrache les éclats blancs dans un mince filet de sang et regarde méchamment dans le vide. Ses yeux sont incapables de se fixer sur un point précis. C'est tout un cirque ensuite pour l'aider à retrouver sa carte bleue. Les deux barmen sont blasés. Il faut croire qu'ils l'ont déjà vu à l'œuvre et savent que ça n'ira pas plus loin. Vernon est contrarié. Il serait bien resté plus longtemps. Il aurait voulu parler avec la petite qui n'a pas arrêté de le regarder. Il aurait voulu discuter avec le mec assis seul à l'autre bout du comptoir qui porte un bonnet orange fluo. Il aurait aimé profiter de cette soirée. Seulement Xavier l'a cramponné, sans prêter la moindre attention aux gens qui les entouraient. Il faut le soutenir pour traverser la rue. Il a toujours été comme ça, le gros, sensible et délicat. Dès qu'il s'extériorise, il est incontrôlable. Ce con fait facile 100 kilos. Vernon se détruit le dos en lui servant de tuteur jusqu'à le mettre dans l'ascenseur. La famille part aux aurores. Leur avion décolle tôt. Vernon doit se lever et faire bonne figure en caleçon et t-shirt fatigué, comme si sous son crâne ne résonnaient pas toutes les cloches de l'apocalypse, tandis que Marie-Ange détaille ligne après ligne l'interminable liste qu'elle a rédigée à son attention, d'une écriture soigneuse et serrée, des choses à faire pour s'occuper de la chienne. C'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. L'animal mange à heure fixe, un savant mélange de légumes frais, croquettes, viande blanche et pâté bio. Il faut la sortir 4 fois par jour selon un protocole très strict car la balade du soir n'a pas le même itinéraire que celle du matin, etc. La chienne s'appelle Colette. Vernon se retient de ne pas rigoler en apprenant ça. Assise à côté des valises, elle surveille les préparatifs du départ d'un œil triste. Xavier tient sa fille endormie contre lui. Il supporte sa gueule de bois dans le silence et l'héroïsme. Puis la porte claque et Vernon passionne quelques minutes pour s'assurer qu'ils n'ont rien oublié avant de se précipiter dans la cuisine. Il est affamé. Vernon cède à la tentation du jus d'orange frais et le regrette aussitôt. C'était un choix contre-intuitif que son estomac réprouve. Il se rabat sur le fromage, se taille un gros morceau de comté qu'il dévore debout en continuant d'inspecter les victuailles. Le poulet élevé en plein air est nourri au bon grain. Avant de partir, Marie-Ange l'a prévenu qu'il était à la limite, lui a conseillé de le préparer, mais de ne pas donner les os à Colette. Surtout pas, mais la chair ou de la peau, elle adore ça. Bien sûr, il va donner ce petit poulet à 19 € à la chienne. C'est écrit dessus, 19 €, les enculés. Et les yaourts Veltes au chocolat qui ne font pas prendre un gramme. Et les petits kiris, il n'y a pas une sous-marque là-dedans. Et le miel de châtaigne, il voit le prix sur une bouteille en verre de jus de cranberry, 12,80 €. Vernon termine le comté. La chienne est assise à ses pieds, patiente et attentive. « T'es pot de colle, toi ?» Elle incline la tête en l'écoutant. Il finit par comprendre qu'elle veut du fromage. Il lui donne toute la croûte en espérant que ça ne la rende pas malade. Content d'avoir capté ce qu'elle attendait, il la caresse pour la première fois. Puis il retourne se coucher. La chienne grimpe sur le sofa et s'endort en ronflant en 2 secondes. Vernon a pour habitude d'exercer un contrôle assez solide sur ses pensées. L'âme est un navire imposant qu'il faut manœuvrer avec prudence. Il y arrive assez bien. Il n'est pas un gars à se laisser surprendre par un écueil à la dernière minute. Mais quelque chose est fragilisé, c'est le silence ou le confort. Il doit faire un effort pour ne pas céder à la tentation masochiste de l'auto-apitoiement. Il se répète qu'il a de la chance dans sa débâcle. Il a de nombreux amis. Ce plan de dog-sitting était inespéré. L'appartement est grand, agréable. Il va pouvoir regarder des films tout le week-end en se remplissant la panse. Mais il sent distinctement se profiler quelque chose de lourd qui lui appuie dans la poitrine. S'il était chez lui, il ferait du rangement. Il a toujours été le roi du classement. Il doit éviter à tout prix toute pensée qui commence par « si j'étais chez moi ». Mais les mots vont plus vite que sa volonté. Un coup de tonnerre, bref, au thorax, une déchirure, suivie d'un âcre goût de cendre qui ne doit rien à la gueule de bois. Il ouvre une bière et fait le tour du propriétaire. C'est une maison de parents avec plein d'objets inutiles dedans, des choses qu'il n'imaginerait pas acquérir. Xavier a tout compris à la vie. Il lui faut trouver une meuf qui ait de l'argent. Avant, ils étaient jeunes, ils voulaient des guerrières, des bêtes de sexe, des meufs bâties comme des créatures de rêve. Ils voulaient du rock'n'roll et des chiennasses qui ne pensent qu'à ça. Ils voulaient des bombasses, des pécheresses averties et des amazones qu'on soumet aux pieux. On s'en fout de tout ça en vieillissant. L'important, il a mis du temps à s'en rendre compte.
c'est une meuf livrée avec un appartement comme celui-ci, des week-ends prolongés au soleil et l'état du frigo qui va avec. Puis Vernon s'assoupit devant la télé. Paris, Texas en VF, comédie sur le foot, enquête criminelle, obèse mis au régime, couple de beaufs avec mec odieux et meuf maso. La chienne se love contre son ventre et ronfle. Vernon pensait qu'il allait devoir l'enfermer dans une chambre pour éviter qu'elle lui casse les couilles, mais en fait, elle ne pense qu'à dormir. Il recommence à la caresser en se promettant de la descendre, mais sans être convaincu qu'il le fera. En cherchant à comprendre où brancher son iPod sur l'ampli, il met en marche la radio. La voix d'Alex remplit la pièce. « Et si je dors entre tes bras, c'est qu'une autre que toi n'a pas voulu de moi ?» Il chantait volontiers des conneries sadiques, faisait son Gainsbourg pour Minette. Les enceintes déversent dans le salon ce son de basse, souple, aquatique, notes slappées qui s'arrondissent en bulles, empruntées à la funk mais salies par des riffs au fuzz. La voix d'Alex sur ce premier disque est méprisante, moqueuse, agressive. Sexy même pour les garçons. Alex ne savait pas encore qu'il s'adressait à des millions d'auditeurs. Il chantait dans sa cuisine pour faire délirer les copains. C'était un coup de génie, ce premier disque. Un grincement qui faisait fouiller les filles et donnait envie aux garçons de lui ressembler. Un gentleman retors, désinvolte et blessé. Chanson qui n'avait l'air de rien, d'une méchanceté gratuite. Ça aussi, il le perdrait en route. Avec le temps, il deviendrait un vrai dur dans la vie. Et un grand tendre dans ses compositions. Comment peut-on être malheureux d'autant d'attention de voyage, de bonnes surprises et d'opportunités? C'est incompréhensible pour l'entourage. Mais après tout, Alex n'est pas la première rockstar à démolir scrupuleusement le mobilier de son château. Le mec était vraiment largué à la fin. Il restait impeccable. Il restait incapable de composer le moindre morceau pendant plus de 2 ans. Vernon n'avait pas forcément envie de saisir l'ampleur de la débâcle. A-t-il été un bon ami? Évidemment non. Mais il lui paraissait tout à fait impossible, dans sa situation, de venir en aide à un chanteur possiblement millionnaire. Revient à sa mémoire les délires d'Alex sur la synchronisation des ondes cérébrales. Il lui avait fait un long laïus sur les hertz. Gamma, alpha, bêta, une vaste cosmogonie de conneries à base de battements binauraux et de neurodynamique. Faute de pouvoir délivrer un nouveau disque, Alex s'était mis en tête de programmer les humains. Au début de la discussion, Vernon se disait pourquoi pas faire de la musique de hippie, ça le regarde. Mais quand le chanteur était parti sur les pyramides d'Égypte, dont les blocs de granit auraient été bougés par le pouvoir du son, ça l'avait quand même alarmé. Mais il n'avait rien fait pour empêcher Alex de s'enfoncer. Disparu, encore un. Le corps de Vernon se raidit. Quelque chose gronde en lui, qui le fait paniquer. La chienne pose sa tête sur sa main, d'une façon si délicate qu'il reste un moment interdit, sans oser de bouger. Chaque souvenir est piégé. Une couverture qu'il avait gardée bien tirée sur l'angoisse glisse. La peau est mise en contact. Sa bulle était étanche, rassurante et bien équipée. Il vivait au Formol, dans un monde qui s'est écroulé, accroché à des gens qui ne sont plus là. Il pourrait traverser la planète, fumer des plantes rares, écouter des chamans, résoudre des énigmes, étudier les étoiles. Les morts ne sont plus là, ni rien de ce qui a disparu. Vernon gémit. Il est surpris lui-même du son qu'il produit. La chienne se dresse sur ses pattes arrière et entreprend avec une frénésie inquiète de lui lécher les yeux. Il essaye de la repousser, mais elle ne se laisse pas faire. La seule créature vivante se préoccupant de sa détresse est une chienne. Il essaye de se faire encore un peu plus de mal avec cette idée, mais sa drôle de tête lui arrache un sourire. Colette a trop une gueule de clown. Elle saute du canapé et se précipite à la porte, trépigne devant sa laisse en le regardant, comme si elle lui proposait un plan d'aimant. « Vas-y, sors-moi, tu vas voir, on va s'éclater. » Une fois dans la rue, elle tire comme une dératée. Il se laisse guider. Elle connaît le chemin du parc. À l'entrée des buttes Chaumont, un homme assis sur le premier banc mange un yaourt en parlant seul. Il rit de quelque chose. Il porte des chaussures décousues, attachées aux chevilles à la corde. La chienne inspecte en reniflant tout ce coin de l'allée avant de s'accroupir pour chier. Il est hors des questions qu'il ramasse quoi que ce soit. Il regarde autour de lui d'un air dégagé.
Genre, je ne suis pas vraiment avec elle. Dans l'ensemble, il lui paraît extrêmement dommageable pour sa virilité de s'afficher avec une petite chienne comme elle. Il voudrait pouvoir indiquer dans son attitude qu'il n'est pas son maître. Aussi sympathique soit-elle, elle reste difficile à assumer. Un homme d'une trentaine d'années est planté à la porte. Il paraît furieux. Une femme le rejoint, flanquée de 2 gamines. La plus grande porte des chaussures avec des roues incrustées dans les semelles. La plus petite serre un oui-oui en peluche contre son ventre. Elles avancent vite, elles sont en retard. La femme tend à l'homme un sac vert en toile, informe, qui doit contenir leurs affaires. L'homme prend les fillettes par la main et s'éloigne sans un mot. Les petites le suivent, elles tournent brièvement la tête et font un signe pour dire au revoir. Vernon poursuit son chemin. Il n'y connaît rien en chien. Il ignorait que cette race plaisait autant aux filles. Qu'elle court, qu'elle papote, qu'elle se prélasse dans l'herbe ou qu'elle fume des clopes sur un banc, on dirait que les femmes ont harmonieusement disposé tout le long de son parcours pour s'émerveiller. Mais comme elle est mignonne. Oh, regarde, c'est un bulldog français. J'adore ces chiens. Regarde comme elle est belle. Vernon sourit, radieux, ralentit, approuve, avance avec bonheur les idées. Noires s'évaporent. Colette est aphrodisiaque. Il comprend pourquoi Xavier y tient comme à la prunelle de ses yeux. Vernon n'a jamais eu suffisamment de suite dans les idées pour être vraiment déprimé. Ça l'a toujours sauvé. La gravité de sa situation ne parvient plus à l'intéresser. Jolie jambe, il reconnaît cette brune en short, à la chevelure et au tatouage. C'est la fille qui le regardait au bar et à qui il n'a pas parlé parce que Xavier était trop bourré et qu'il a fallu partir. Elle est plus grande et bien plus jeune que ce qu'il avait imaginé la veille. Elle parle au téléphone, son regard croise le sien sans qu'elle réagisse. Il ralentit. La chienne, bonne copine, choisit cet instant pour se rouler dans l'herbe sur le dos en se frottant dans tous les sens. La fille la regarde et sourit. Il se penche et gratte Colette derrière les oreilles en faisant le gars qui profite de la vie sans rien attendre de particulier. La fille est collée à son téléphone, difficile de l'aborder sans faire le harceleur. Il faudrait se planter là et la dévorer des yeux en attendant qu'elle termine sa conversation. Il comprendrait que l'approche la démotive. Vernon la dépasse, contrarié. Bien organisé comme ça, ce n'est plus du hasard. On se regarde au bar, on se croise le lendemain au parc. C'est trop bête de se reperdre de vue. Mais la fille le rattrape, le téléphone toujours à l'oreille. Elle lui sourit et s'accroupit à côté de Colette. Ses cuisses s'élargissent en se pliant. Sa peau est appétissante. Elle fait penser à un gâteau. Elle continue d'écouter quelqu'un à l'autre bout du fil. Elle lève les yeux au ciel pour signifier que ça dure, mais que s'il peut patienter 2 minutes, elle a quelque chose à lui dire. Qu'elle prenne son temps, pas de problème. Il fait signe avec 2 doigts contre sa bouche. Est-ce qu'elle aurait une clope ? Elle écarte les mains. Désolée, elle ne fume pas. Ou en tout cas, elle n'a pas ça sur elle. Il regarde les arbres au loin. Ça dure. Il contemple les arbres avec une telle concentration qu'elle doit penser que ça fait partie de son activité professionnelle. Elle finit par dire « Écoute, je peux te rappeler ? Je suis devant la station de métro, là. Faut que je descende. Je te rappelle tout à l'heure, d'accord ?» Au ton, c'est évident. Elle parle à un garçon. Et elle parle à un garçon avec qui elle est intime. C'est bon signe qu'elle lui mente déjà. On s'est vu hier, non ? Je vous ai reconnu en fait. J'adore ces chiens. Je rêve d'en avoir un. C'est une femelle. Elle a quel âge ? Elle a 3 ans, mais ce n'est pas la mienne. Je la garde pour un copain. Elle s'appelle Colette. On se connaît d'avant, vous êtes sûr ? Oui, vous teniez le magasin de disques qui était au-dessus de République. Petite descente, déception. Elle ne le fixait pas parce qu'elle était subitement fascinée par son charisme de mâle prédateur. Lueur d'espoir, en même temps. Elle se souvient du magasin. Elle ne le voit pas comme un vieux loser, mais comme un gars auréolé de la puissance du rock. Puis, elle le semi-châtre avec une ingénuité enjôleuse qui ne peut être tout à fait innocente. Je suis venue plein de fois avec mon père. Le samedi, quand j'étais chez lui, c'était réglé comme du papier à musique. On allait aux puces de Clignancourt, voir les vinyles, on mangeait une moule frite et on allait chez vous. Mon père vous adorait. Vous vous souvenez pas de moi ? Normal, j'étais haute comme ça. Elle montrait sa taille pour dire comment elle était grande. Vernon pince la base de son nez entre le pouce et l'index. Il a tendance à faire ce geste quand la situation lui paraît complexe, sans être tout à fait désespéré. Il profite de l'information pour la dévisager franchement, comme s'il cherchait au fond de sa mémoire à se souvenir.
La fille penche la tête sur le côté, amusée de le voir perplexe. Vernon a l'impression qu'elle n'est pas hostile à l'idée de se faire draguer. « C'était qui votre papa ?»« Barthélemy Jagard, policier, fan de métal. » Ce n'est pas difficile. Il était moustachu, jovial et scientologue, complètement dérangé. Il fallait lui commander des vinyles de métal finlandais. Il connaissait son affaire sur le bout des doigts. Encore un bavard. Au bout d'un moment, l'écouter devenait difficile. Il avait toujours des histoires de saccage de tombes, nécrophilie romantique et meurtres sacrificiels qu'il débitait avec un grand sourire épanoui. Bartho venait au magasin un peu comme s'il serait allé au sex shop. Il aurait préféré s'intéresser à autre chose, dépenser son argent en livres qui l'instruiraient sur les problèmes géopolitiques du monde. Mais il n'y arrivait pas. Il venait souvent avec sa fille qui chantait les chansons du roi lion en jouant accroupi sous les bacs. Sa petite tête ne dépassait pas le comptoir pendant que son père se lançait dans des descriptions détaillées d'animaux égorgés sur scène par des vikings épanouis. Vernon plante ses yeux dans les siens. « Maintenant, oui, je me souviens de vous. Comment va votre père? Toujours dans le métal? Non. Sa nouvelle meuf n'aime pas trop les guitares. Elle frime qu'elle aime le théâtre et la littérature médiévale, mais la vérité, c'est qu'elle passe sa life à manger de la télé-réalité et des chips. Ce n'est pas difficile de tomber amoureux. D'abord, son regard braqué sur lui, la veille, sa jeunesse et une légère insolence, sans vulgarité, juste de quoi exciter la curiosité. Puis sa façon d'être droite, une envie de toucher son dos, de poser les lèvres partout à l'intérieur de ses cuisses, puis le grain de sa voix, la lueur amusée quand elle lui parle. Quelque chose d'un tout petit peu précipité dans son débit, rien qui grince. Et cette facilité inconsciente qui lui vient d'être si jeune, ne rien connaître encore des coups qui la briseront par endroits. Passé 40 ans, tout le monde ressemble à une ville bombardée. Il tombe amoureux quand elle éclate de rire. Au désir s'ajoute une promesse de bonheur, une utopie de tranquillité emboîtée. Il suffira qu'elle tourne la tête vers lui et se laisse embrasser, et il accédera à un monde différent. Vernon sait faire la différence. Excité, c'est le bas-ventre qu'il palpite. Amoureux, ce sont les genoux qui faiblissent. Une partie d'âme s'est dérobée, et le flottement est délicieux, en même temps qu'inquiétant. Si l'autre refuse de rattraper le corps qui sombre dans sa direction, la chute sera d'autant plus douloureuse qu'il n'est plus un jeune homme. On souffre de plus en plus à croire que la peau émotionnelle devient fine et fragile, ne supporte plus le moindre choc. Elle s'appelle Céleste, il rame. Elle dit des mots de jeune. Elle les dit sans savoir encore que c'est ridicule. Elle dit « j'avoue ». Elle dit « c'est swag ». Elle dit « c'est terrible ça ». Et il reconnaît cette imbécilité enthousiaste qu'on met à caser toujours les mêmes expressions dans une phrase. Elle veut qu'il marche jusqu'au McDo pour qu'il lui offre un very parfait chocolat. Il est incapable de déchiffrer. Est-ce qu'elle le lui demande comme le ferait la petite fille qui accompagnait son papa au magasin de disques? Tu me payes une glace? Est-ce qu'elle le demande comme une jeune femme désirable qui trouve normal d'être choyée? Vernon répond qu'il n'a pas une thune. Non, même pas pour une glace. Et s'il en avait, pitié, ce ne serait pas pour l'inviter au McDo. Comment ça? Il n'a même pas de quoi payer un café. Il sent qu'il la perd. Il insiste. Être fauché ne l'empêche pas d'être un type qui a la classe. Si elle choisit ses fréquentations en fonction du pouvoir d'achat, elle va passer à côté de l'essentiel. Elle doute. À ton âge, excuse-moi, mais même pas pouvoir se payer un café, comprends que ça m'interloque. Elle est une petite pute infecte. Elle lui plaît beaucoup. Elle a une façon ostentatoire de respecter l'argent qui peut faire penser qu'elle dit ça pour le provoquer. Mais une candeur atroce teinte ses propos et laisse imaginer qu'elle est sincère. Vernon est resté bloqué au siècle dernier, quand on se donnait encore la peine de prétendre qu'être était plus important qu'avoir. Et il ne s'agissait pas toujours d'une hypocrisie. Il a passé sa vie avec des filles qui se foutaient de savoir qu'il était interdit bancaire. Pendant la discussion, Colette se fait accoster par un molosse velu d'environ 80 kilos qui lui renifle le cul avec insistance. Vernon se tétanise. Il imagine déjà le monstre gloutonner la pauvre chienne. Et il ne voit pas bien comment il s'interposerait. Colette se laisse faire 10 secondes, immobile, puis montre les dents et fait reculer le rot de 3 mètres en aboyant comme s'il s'agissait d'un vulgaire caniche. L'énorme chien garde une distance respectueuse, puis revient à la charge, l'air enthousiaste. Colette le remet à sa place, babine retroussée. Céleste jubile, main dans les poches, elle flatte la chienne. Qu'est-ce qu'elle est dominante! Vernon joue le mec détendu que ça fait rigoler. Il ne voit
pas comment une bestiole qui relève à ce point du jouet en peluche pourrait dominer quoi que ce soit, mais il faut croire que chez les chiens aussi, c'est avant tout une question de mental. Céleste dit qu'elle a du boulot, qu'elle doit partir. Elle lui demande son numéro de portable et Vernon devine qu'elle le fait plus pour se débarrasser de lui que pour lui envoyer des petits textos torrides. J'ai pas de portable français, je ne vis pas ici, mais demande-moi comme amie sur Facebook, comme ça on est en contact. Ah, j'aime pas trop Facebook. T'es inscrite? Mon nom c'est Vernon Subutex. C'est quoi ce pseudo pourri? Vous l'avez pris d'Harry Potter? T'y connais rien vraiment? Tu connais rien à rien. Et toi, ton nom, c'est quoi? Céleste. Je te demanderai comme amie. Tu te souviendras que c'est moi? Il lui décoche un clin d'œil et lui tourne le dos, tout en se demandant s'il apparaît viril et décidé ou s'il a juste l'air d'être paumé. Il sort du parc habité d'images nettes et crues. Comment il la coucherait sur la table à manger du salon chez Xavier? Comment il la déculotterait d'un geste précis et brusque pour l'enculer sans ménagement? Et comment il relèverait son pull pour découvrir sa poitrine de gamine écrasée contre la table et les bruits mignons qu'elle ferait quand il menacerait de se retirer et qu'elle le supplierait de continuer.